Nous allons parler du Tchad et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et mes invités autour de cette table sont tout d'abord le ministre d'État et conseiller du président du Tchad, Jean-Bernard Padaré. Bonjour, monsieur Padaré. Bonjour, monsieur. Monsieur le ministre, vous avez été ministre de la Justice et votre formation d'avocat fait aussi de vous un spécialiste des questions internationales. Et à vos côtés, monsieur le ministre, eh bien Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Vous êtes l'auteur d'un portrait rencontre, d'ailleurs, avec l'actuel président Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, et c'était pour le Figaro. Pour bien comprendre la situation et pour éclairer les téléspectateurs, remontons, si vous le voulez bien, à avril 2021. On va revenir en arrière, le 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays depuis plus de 30 ans, meurt au combat contre des rebelles. Le 21 avril est formé un conseil militaire de transition. Qu'est-ce que ce conseil militaire de transition appelé CMT? Monsieur le ministre. Oui, comme vous l'avez si bien rappelé, le Tchad a fait l'objet d'une agression d'une horde de terroristes venus du sud de Libye. Et donc, le défunt président Idriss Déby Itno, militaire dans l'âme, a décidé d'aller lui-même au front pour montrer l'exemple à ses hommes. Malheureusement, il a été grièvement blessé, transporté à N'Djamena, il est mort à la suite de cela. Et donc, en principe, on devait faire jouer la Constitution, qui, comme la Constitution française, chez nous, si le président décède, ou en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim. Alors, le président de l'Assemblée nationale, vu que les rebelles étaient à moins de 200 km de N'Djamena, avait donc réuni les responsables militaires pour dire, écoutez, le pays est en danger, donc moi, je me désiste, je vous demande de vous assumer. C'est-à-dire repousser les rebelles, les anéantir, garantir la sécurité des Tchadiens, l'intégrité territoriale et organiser le dialogue national inclusif pour rassembler tous les Tchadiens de façon à ce que le Tchad redémarre. Donc c'est ainsi que les militaires de la hiérarchie militaire s'est réunie et en son sein, ils ont identifié un jeune officier aimé par la troupe et surtout en phase avec la réalité du pays, un homme qui est doté d'une qualité professionnelle incontestable et personnelle également. Et donc, le choix s'est porté sur lui et ils sont venus l'annoncer au président de l'Assemblée pour dire, monsieur le président de l'Assemblée, nous avons décidé que c'est le général Mahamat Idriss Déby Itno qui doit diriger le conseil militaire de transition. Il dit, tel est votre choix. OK. Nous admettons cela et donc officiellement, le lendemain, le 21, le conseil militaire de transition a été mis en place, adoubé par le président de l'Assemblée, qui est jusque-là présent, a déclaré à tous les chefs d'État qui venaient pour les obsèques, est-ce que, monsieur le président de l'Assemblée, on vous a confiné dans une chambre avec un pistolet sur la tempe pour vous obliger à démissionner? Il a dit non. C'est moi personnellement qui ai abdiqué. J'ai demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités parce que le pays était en danger. Et donc, on nomme le fils du président défunt. C'est pas parce que c'est le fils du président. Monsieur Déby, le défunt Déby, a combien de fils militaires? Si le choix s'est porté sur Mahamat, c'est pas parce qu'il est le fils du président de la République, c'est parce que c'est un officier général qui a fait ses preuves lorsqu'il y avait qu'il était question d'intervenir au Mali, notamment aux côtés des Français, lors de l'opération Serval. Lorsqu'on a envoyé nos troupes sur les théâtres, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, c'est lui qui a eu à diriger les hommes et c'est lui qui allait défaire Boko Haram, les terroristes, dans tous les pays qu'on avait eu, que le Tchad a eu à porter secours. Donc c'est beaucoup plus par rapport à ses qualités professionnelles que sa filiation avec le président Déby. Jean-Louis Tremblay, vous venez d'entendre le ministre, vous l'avez écouté. Vous savez qu'en France, on avait noté quand même que le maréchal président, qui avait été réélu en février 2021, était à son 6e mandat. Le quotidien Le Monde avait parlé de mascarade démocratique. Une mascarade de plus, avait-il dit. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, ce que je réponds, c'est que c'est un peu comme, souvenez-vous de ce fameux débat entre les candidats à la présidentielle en France. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Bon, il y a le père, Déby, et il y a le fils. Deux situations différentes. Là, comme l'a très bien dit le ministre, nous étions dans une situation
d'urgence, c'est-à-dire que la sécurité et l'intégrité du territoire étaient menacées. On a fait appel à celui qui a été désigné par ses pairs, parce que je rappelle que le comité militaire de transition est constitué de 14 généraux, outre Mahamat Idriss Déby. Il a été désigné, non pas parce qu'il était le fils, mais parce qu'il était, je dirais vulgairement, le plus badgé, c'est-à-dire qu'il s'est illustré au combat 10 ans auparavant. Il n'a pas été nommé général après être président, et il était général avant d'être président. Et il s'est illustré notamment aux côtés des forces spéciales françaises dans le ratissage du massif des Ifora contre les islamistes pendant l'opération Serval en 2013, il y a exactement 10 ans. Donc on a choisi le plus compétent pour protéger le pays d'une menace extérieure dans un premier temps. Ce mandat s'est accompagné d'un deuxième objectif. Ce premier objectif était donc militaire, le deuxième objectif était plus politique, de réunir les opposants et toutes les parties prenantes au dialogue dans ce qu'on a appelé le dialogue inclusif. Voilà, et je vais vous en parler, qui est une notion qui pour nous est un petit peu étrange, mais il faut se remettre dans le contexte du Tchad, qui est un pays qui est enclavé au milieu de l'Afrique, soumis à des pressions extérieures, entouré de voisins instables. Et donc d'abord, la priorité, c'était la sécurité, et deuxièmement, je vais vous laisser revenir là-dessus, c'est pour ça que le CMT a eu un premier mandat de 18 mois, et qu'après, on y reviendra, puisque c'est aussi on y reviendra. Je voudrais rester sur la personnalité de Mahamat Idriss Déby. Il est général, il a été commandant de la garde présidentielle, il a 39 ans, il est jeune, il est musulman, père de famille. Néanmoins, Monsieur le ministre, vous comprenez bien que on ne peut pas retirer comme ça, d'un seul trait de plume, l'accusation de népotisme. On l'accuse de putsch, mais on l'accuse aussi de népotisme. Le putsch, il aurait fallu qu'il ait eu, comme dans les autres pays africains, au Mali, en Guinée et Conakry, ou au Burkina Faso, qu'un président démocratiquement élu soit renversé. Ce qui ne fut pas le cas. Le cas du Tchad, le président qui était réélu, le jour de la proclamation des résultats, c'est ce jour-là, le lendemain où on nous a annoncé sa mort, qui était réélu, eh bien, il est mort de suite de ses blessures. Et donc, est-ce qu'il fallait laisser le chaos s'installer? Est-ce qu'il fallait laisser les rebelles venir? Le président de l'Assemblée s'étant désisté, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités. Est-ce que les militaires devaient dire non, mais monsieur, on va nous accuser de putsch? Non. L'avenir du pays en dépendait. Les militaires ont pris leurs responsabilités sans qu'il y ait eu coup d'État. Donc, fils du président, je le disais tantôt, c'est le délit de filiation, parce qu'il est le fils de Déby, et qu'on ne peut plus, s'il est compétent, s'il est responsable, et que ses pairs le désignent, il doit refuser, parce que sinon on va l'accuser de népotisme. Non. Nous pensons que nous sommes au-delà, au-dessus de cette considération que certains en font un principe, mais pour nous, le principe, c'est l'intégrité du Tchad, la sécurité de notre pays. On va venir sur ces questions-là. Aux obsèques nationales du président défunt, donc c'est le 23 avril 2021, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains s'étaient rendus à N'Djamena. Le seul chef d'État occidental, tout le monde l'a relevé, était le président français Emmanuel Macron. J'ai envie de vous demander pourquoi seulement Emmanuel Macron, mais aussi pourquoi Emmanuel Macron avait décidé de venir. Le lien qui lie la France au Tchad est un lien ancestral. Ne parlons pas de la colonisation, mais surtout après l'indépendance. Le premier pays à avoir répondu oui à l'appel du général de Gaulle, c'était, vous le savez bien, à cette époque-là, c'était le Tchad. Et ensuite, la colonne Leclerc est partie de N'Djamena pour venir libérer pas mal de villes françaises. Et non seulement ça, les militaires tchadiens et les militaires français ont des rapports très étroits parce que il y a ces liens, cette coopération militaire, mais il y a la coopération aussi pour le développement de notre pays et le partenariat pour lutter contre tout ce qui peut s'apparenter au terrorisme et aux formes de délinquance. Donc, nous pensons qu'en répondant, en venant spontanément aux obsèques du maréchal du Tchad, nous pensons que c'est cette France-là que nous aimons, que les Africains aiment, qui s'est exprimée. C'est-à-dire, il n'y a pas que les intérêts. Il y a aussi que lui.
Mais que lui, parce que... Pourquoi que lui? Pourquoi pas d'autres chefs d'État occidentaux? Nous n'avons pas les mêmes types de relations que les autres pays, qu'on a avec la France, qu'avec des autres pays. Oui, il y a une relation privilégiée. Oui, privilégiée. On a des relations privilégiées avec la France, pas avec l'Allemagne, pas avec la Belgique. Donc pour nous, en fait, il ne se pose pas de questions. Le contraire nous aurait surpris. C'est tout comme s'il y a un chef d'État français qui est décédé, bien naturellement, le président tchadien viendrait et les gens ne s'interrogeraient pas de cette manière-là. Voilà. Jean-Louis Tremblay, vous avez rencontré Mahamat Idriss Déby, sans palais présidentiel à N'Djamena. Quel est le profil de ce président? On sait par exemple, qu'il a fait sa scolarité en France. Comme vous, monsieur le ministre, il a fait le choix de revenir dans son pays pour renforcer les élites. Parlez-nous de ce personnage, de cette personnalité. C'est quelqu'un de très réservé. Voilà, qui n'aime pas faire de l'esbrouf, qui reste dans une certaine pudeur et prudence. Et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas très souvent en public. Il ne m'a pas fait l'effet aussi. Des questions de sécurité non, aussi. Je ne crois pas, parce que je l'ai vu notamment à N'Djamena s'adresser au public. Bon, évidemment, il y a une sécurité, mais il y en a aussi pour le président de la République française, donc c'est évident. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Il n'est pas calfeutré dans son palais, il n'est pas... Voilà, c'est pas le problème. Je crois que c'est quelqu'un qui aime prendre son temps pour se prononcer sur une question qu'on lui soumet. C'est quelqu'un qui ne m'a pas fait l'effet, je peux me tromper, mais bon, j'approche de mes 60 ans, je ne suis plus un perdreau de l'année, d'un tyranno assoiffé de sang, bien au contraire, qui essaye de peser le pour et le contre. Il est soumis à de fortes pressions, d'abord, comme vous l'avez bien rappelé, parce qu'il est le fils d'Idriss Déby. Bon, très bien, mais est-ce un délit? Non. Et deuxièmement, parce qu'il est militaire. Et évidemment, en France, et notamment dans une certaine presse, hein, je n'indiquerai pas si elle est de droite ou de gauche, mais tout le monde l'aura compris, évidemment, si vous portez un uniforme et que vous êtes au pouvoir, vous êtes un putschiste. Mais à ce moment-là, le général Bonaparte était un putschiste. Bon voilà, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que De Gaulle était putschiste? Voilà, et le général De Gaulle, pareil. Souvenez-vous ce qu'il a répliqué Algérie. Comment? Pardon, je ne comprends pas. Et je ne vais pas entamer, en 68, je ne vais pas entamer une carrière de dictateur à 70 ans. Voilà ce qu'il a répondu. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut aussi resituer l'affaire dans le contexte africain, c'est-à-dire que Idriss Déby, le père, était un guerrier. Voilà. Et quand on dit chef des armées, en France, c'est dans la Constitution. Sauf que lui, il était chef des armées de facto. La preuve, c'est qu'il est mort au combat, les armes à la main. Et il y a cette tradition, c'est-à-dire que au Tchad, le Tchad est un pays guerrier, avec de solides traditions guerrières. D'ailleurs, c'est pour ça que son soutien a été primordial pendant les opérations Serval puis Barkhane, parce que les Tchadiens constituent une force aguerri, entraîné, et par conséquent, ça a du sens, si vous voulez, de celui qui va au-devant. C'est pas le chef qui reste en arrière, c'est le chef qui va en avant. Et ça a du sens. Si je peux compléter Jean-Louis, je dirais, comme il a su bien le dire, hein, le président Mahamat Idriss Déby Itno, c'est quelqu'un de très posé, très calme. Et je dirais, heureusement pour les Tchadiens, après la mort du maréchal du Tchad, c'est lui qui est arrivé. Sinon, le pays allait être complètement implosé. J'ajouterais, monsieur le ministre, permettez-moi 2 secondes, que Mahamat Idriss Déby, lui-même, a marché sur les traces de son père, puisqu'il s'est porté sur le front, là où son père a été tué, pour anéantir les colonnes rebelles qui venaient de l'extérieur. Oui. Donc, en fait, tel père, tel fils, en l'occurrence. Oui, mais en fait, comme Jean-Louis le disait, hein, quand le président était au front, parce que Mahamat Idriss Déby Itno, comme DG6, c'est une force spéciale, et le chef d'état-major était allé vers Faye à Larjo. Les rebelles ont en fait contourné par le territoire nigérien pour entrer. Donc, du coup, le combat, son père était confronté au combat. Quand il est revenu, heureusement qu'il est revenu, prendre les rebelles de Rebou, à Rebrousse, du moins de Revers, pour
pouvoir donc les anéantir. Entre-temps, son père était mortellement blessé, transporté à N'Djamena. Quand on lui a annoncé le décès de son père, il est venu juste à N'Djamena constater sa disparition. Mais Mahamat, je disais heureusement que c'est lui qui a été désigné par les militaires. Et c'est pas fortuit, c'est pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'il a un tempérament de quelqu'un de posé qui peut rassembler pour éviter l'implosion de l'armée, pour éviter que la société tchadienne ne se disloque. Quand on a appris que c'est lui qui avait été désigné pour conduire le conseil militaire de transition, la tension qui était à son comble sera baissée. Et donc, ce qui a fait que, jusqu'aujourd'hui, il a pu conduire les 18 mois de transition en rassemblant tout le monde, en appelant tous ceux qui étaient fâchés, qui avaient pris des armes contre son père et qui étaient dans tous les pays voisins en train de mener la guerre contre le régime de son père, tous ceux qui étaient réfugiés en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, de revenir, eh bien, pas seulement revenir, il a envoyé des missions dans ces différents pays pour les rencontrer, pour faire ce qu'on appelle le pré-dialogue et tout ce qui était politico-militaire réuni à Doha au Qatar pendant 5 mois pour obtenir l'accord qui est historique, c'est-à-dire faire en sorte que les Tchadiens décident de régler leurs problèmes par le dialogue sur le plan politique et jamais maintenant par les armes. Alors, vous évoquiez bien évidemment les liens historiques de la France et du Tchad. Bon, il y a aussi un autre point important, et c'est pour ça que le Tchad reste quelque chose d'essentiel dans notre esprit qu'il faut suivre, c'est qu'il y a encore 1 millier d'hommes français, militaires, déployés entre N'Djamena, Abéché et Faya-Largeau. L'opération Barkhane avait compté jusqu'à 5500 hommes au plus fort de son déploiement. 3000 hommes sont encore déployés au Niger, au Burkina Faso et bien évidemment au Tchad, qui est le cœur battant, si j'ose dire, de l'opération, puisque c'est à N'Djamena que se trouve le QG central de ce qui était l'opération Barkhane. Et la raison, c'est que votre pays est considéré comme le fer de lance du combat anti-djihadiste au Sahel ou dans la bande sahélo-saharienne. Bah, écoutez, il y a cet élément, mais je pense essentiellement c'est la situation géographique du Tchad. À partir du Tchad, à partir de N'Djamena, on peut aller au Mali, on peut aller au Niger, on peut aller... Donc, en fait, le Tchad étant au cœur de l'Afrique, compte tenu des relations militaires qu'il y avait déjà entre le Tchad et la France, il y a eu l'opération Épervier. Donc, Barkhane est venu simplement remplacer l'opération Épervier. Et donc, c'est beaucoup plus pour secourir, pour intervenir, attaquer les terroristes dans cette zone, cette bande sahélienne. Donc, pour nous, Barkhane, c'est pas pour la sécurité du Tchad, mais c'est beaucoup plus pour combattre les terroristes dans la bande Sahel. Jean-Louis Tremblay, je disais que le président Déby est musulman. Est-ce que cela compte dans la lutte contre les djihadistes? Est-ce que c'est un élément supplémentaire d'intégration? C'est-à-dire que, ben oui, aussi, il y a des musulmans qui sont victimes du terrorisme. Oui, effectivement. C'est un argument imparable, puisque c'est un musulman pratiquant. J'ajouterais, c'est un musulman pratiquant, et que il signifie clairement que un musulman ne veut pas dire islamiste. Voilà, c'est le message qu'il fait passer. J'ajouterais une chose pour revenir sur ce que disait le ministre. Mais la dimension religieuse est importante parce que l'opposition, qui souvent qui est à l'étranger, etc., essaye d'instrumentaliser tout ceci et de faire croire qu'il y a des clivages religieux ou ethniques entre le nord et le sud, ou religieux entre les chrétiens et les musulmans. Et des ethnies qui existent au nord et au sud. Mais qui existent, bien entendu. Oui. Mais comme tous les pays d'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Multi-ethniques, le Congrès de Berlin a divisé arbitrairement l'Afrique. On le sait, les puissances européennes se sont partagées l'Afrique. Non, ce que je veux dire, c'est que l'empereur Napoléon Ier, paix à son âme, disait la géographie d'un pays, la politique d'un pays est dans sa géographie. Bon, pour le Tchad, c'est particulièrement vrai. C'est un pays enclavé, qui a des voisins plus que turbulents, surarmés et hautement instables. Le Darfour au Soudan, ça c'est pour l'Est. Au nord, la Libye, où s'affrontent par clans interposés la Turquie et la Russie. Rappelons-le. D'ailleurs, la colonne qui est venue en 2021, on ne sait pas s'il a été bien évidemment. Équipé, mais en tout cas, l'équipement était russe.
Donc on rentre dans ce que Rudyard Kipling disait, le big game, l'accès aux mers chaudes. Ça se passait l'Afghanistan entre la Russie et le Royaume-Uni au XIXe siècle. Aujourd'hui, le grand jeu s'est déplacé. Il est en Afrique centrale. Et ce grand jeu entre puissances. Donc c'est là où intervient. Le Tchad reste un pays stable qui essaye de s'en sortir. La France, je pense, l'a compris, mais autour, il y a des intérêts extérieurs, et c'est là où justement il faut éviter que le Tchad bascule dans cette spirale infernale qui a mené le Mali ou le Burkina dans le camp de la Russie, mais ça peut aussi être dans le camp des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas absents aujourd'hui, ils voient que la Russie et la Chine sont présents en Afrique, ils veulent revenir. Et attention, il ne faut pas que le Tchad est souverain et ne doit pas être l'instrument de puissance extérieure. D'où des problèmes institutionnels, quand même graves, puisque au moment où il devait rendre le pouvoir et organiser des élections, Mahamat Idriss Déby, c'était ses engagements d'avril 21, eh bien, s'est vu confier les commandes de l'État pour 24 mois supplémentaires, et surtout, disent les oppositions, s'accorder le droit de concourir à la prochaine élection présidentielle. Et là, eh bien, les oppositions parlent d'une question de légalité d'une telle décision. Ils considèrent qu'elle est illégale, monsieur le ministre. Très bien. Alors, Mahamat Idriss Déby Itno s'était engagé le 21 avril à conduire la transition pour deux choses. Restaurer l'intégrité du territoire tchadien, assurer la sécurité de son peuple, rassembler les Tchadiens pour dialoguer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé le dialogue national inclusif et souverain. Les 18 mois, eh bien, tous ces objectifs étaient atteints. Nous avons tenu le dialogue national inclusif et souverain à N'Djamena. Il a été décidé. Beaucoup de résolutions et de recommandations. Nous avons décidé de la dissolution du Conseil militaire de transition. Nous avons prorogé, nous avons désigné Mahamat Idriss Déby Itno président de transition. Il ne s'est pas accordé. Il n'a pas prorogé son mandat de lui-même. On a désigné, on a dit, vous avez accompli la première phase de transition. Maintenant, nous avons eu à adopter des résolutions. Ces résolutions doivent être mises en œuvre avant qu'on fasse des élections libres, et transparentes et démocratiques. Et pour ce faire, il nous faut 24 mois pour nous faire une nouvelle constitution, adoptée par voie référendaire, mettre en place l'Assemblée nationale, c'est-à-dire élire des députés, le Sénat, faire des élections au niveau provincial, au niveau communal, et des élections présidentielles crédibles. Mettre un organe qui sera chargé d'organiser toutes ces élections. Et pour cela, nous avons décidé de manière souveraine, eh bien, de proroger la transition de 24 mois. Et je pense qu'il y a une confusion manifeste qui est volontairement entretenue par un certain nombre leaders d'opinion, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, et plus particulièrement en France, parce que des gens qui ont des penchants pour une certaine classe politique, d'ailleurs qui ne représentent rien sur l'échiquier politique national, mais qui sont en France et qui Jean-Bernard Padaré, pardonnez-moi de vous leur donner aussi du grain à moudre. Il y a eu d'importantes manifestations le 20 octobre dernier contre ce maintien au pouvoir jugé abusif et illégal. Et l'opposition voulait et a parlé d'un mouvement pacifique qui a été, comme le dit Le Monde, réprimé par la junte au pouvoir. La police a tiré à balles réelles. On parle de 50 morts. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé le Monsieur Martial, c'est quand même de la répression policière. Monsieur Martial, il ne s'agit pas de manifestation. Il s'agit d'une insurrection qui a été savamment, intelligemment orchestrée et planifiée. Et dans le but de faire quoi? De déstabiliser les institutions de la République. Est-ce que vous avez vu en France ici des policiers tués lors des manifestations? Des commissariats de police saccagés, Il y a eu des policiers tués Mais bien sûr, sur les 50 morts, il y a des policiers, il y a des gens parce qu'ils appartiennent... Combien à peu près? Une quinzaine de policiers. Des civils qui ne sont pas forcément du camp de ceux qui prétendent être victimes, mais des civils parce que simplement ils ont des noms à consonance d'une certaine religion ou d'une certaine région, eh bien, ont été massacrés, ont été tués.
Donc c'est pourquoi... Quand on tire à balles réelles, monsieur le ministre, en Europe, il n'y a que les Pays-Bas qui l'ont fait contre les gens qui luttaient contre le vaccin. Justement, nous déplorons cela. Je pense que Mahamat Idriss Déby Itno a été clair. La justice passera. Il y a une commission internationale qui est mise en place, qui est en train d'enquêter, dirigée par la CEAC, Communauté des États de l'Afrique centrale, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette commission est en place, est en train de travailler. Il y aura l'Union européenne qui va rejoindre, il y aura l'ONU, l'Union africaine. Tous ces gens-là vont rejoindre cette commission. Eh bien, les responsabilités seront situées. S'il y a des militaires, s'il y a des policiers, parce qu'ils ont perdu leur nerf et qu'ils ont tiré sur les civils et qu'ils sont identifiés, eh bien, ils passeront devant la justice. Je pense que là-dessus, le président de la République est clair et net là-dessus. On ne badine pas avec cela parce que chaque Tchadien, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est le Tchad. Chaque Tchadien un Tchadien qui est mort est un Tchadien et c'est le Tchad qui perd. Donc par conséquent, il n'y a pas un Tchadien, il n'y a pas une mort. Il n'y a pas de morts de l'opposition ou de la majorité. Il y a des Tchadiens qui sont morts et nous devons rendre justice aux victimes. Jean-Louis Tremblay, je parle aux journalistes, il y a eu insurrection, comme le dit le ministre. Complot. Qui tire les ficelles du drame? Est-ce qu'on peut se poser la question clairement, qui a intérêt à faire tomber Mahamat Idriss Déby aujourd'hui? Alors, bon, on ne peut pas avoir de réponse claire et nette. On peut émettre des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que l'un des principaux opposants, qui s'appelle Succès Nasra, est actuellement réfugié aux États-Unis, que, si j'en crois certains messages qui ont été interceptés, il n'était pas contre une manifestation qui dégénère, parce que, évidemment, ça fait le jeu de l'opposition. Après, savoir qui tire les ficelles, c'est autre chose. Ce que je peux simplement dire, c'est que vous le voyez très bien, au Burkina Faso comme au Mali, le retrait de la France, ça aboutit à l'intervention d'un rival ou d'un concurrent. Voilà, c'est tout. Et je trouve qu'il faut en finir avec ce mea culpa de la France. Tout ça remonte aux années de la France-Afrique, au réseau Focard, mais c'est de la vieille histoire. Aujourd'hui, il y a simplement des pays souverains, ça fait au moins 50 ans que l'indépendance existe en Afrique, qui choisissent avec qui ils veulent partager leur destin. Je pense que la France est particulièrement bien placée pour des raisons historiques, pour des raisons linguistiques, en tout état de cause, ou pour des raisons, comme vous l'avez dit, les échanges qui se passent entre nos pays. Et par conséquent, il est évident que ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que la Russie ou que les États-Unis, moi je vais être plus clair que Monsieur le ministre, je peux me le permettre, je suis journaliste, la Russie ou les États-Unis veuillent évincer la France dans une région qui est clé. C'est une chose, c'est de bonne guerre. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans notre propre pays, la France, il y ait des gens qui militent pour cela, pour préférer des Chinois ou la Russie à la France. Et c'est incroyable. Et c'est notamment le cas de la NUPES, pour ne pas la citer, et de ces réseaux sociaux très actifs qui prennent fait et cause pour l'opposition tchadienne sans savoir ce qui se passe. Vous savez très bien, l'extrême gauche française, elle fait son éducation au quartier latin, mais elle ne sait pas ce que c'est que l'Afrique. Que se passe-t-il en Afrique? Elle ne le sait pas. Mélenchon, combien de fois est-il été en Afrique? Que sait-il? Est-ce qu'il a rencontré les chefs de clan? Que sait-il des rivalités ethniques, tribales ou autres? Rien. Voilà, c'est cette instrumentalisation que je condamne. Est-ce que vous pensez que déstabiliser le Tchad, c'est déstabiliser la France, finalement? Écoutez, les gens ne sont pas loin de penser cela, mais ils oublient que le Tchad est un État souverain. Et que ce n'est pas la France qui protège le Tchad. C'est les Tchadiens qui doivent veiller à l'indépendance de leur pays. Parlant de l'opposition, en fait, je ne sais pas de quelle opposition on parle. En réalité, le gouvernement qui est en place en ce moment au Tchad est dirigé par le chef de file de l'opposition, M. Kebzabo, dont le parti est de l'Internationale socialiste. Qui a été rappelé justement suite à ce dialogue. Qui est un élément important. Il y a deux partis qui sont de l'Internationale socialiste qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. Il y a le parti du défunt Ibni, Mahamat Ibni, qui est mort, et son parti est également membre du gouvernement. Et c'est d'ailleurs le président de ce parti qui est ministre de la Justice. On a plein de partis, la quasi-totalité de l'opposition. L'opposition dont Jean-Louis faisait état, c'est un monsieur dont le parti a été reconnu par
Mahamat Idriss Déby Itno, le régime de Mahamat Idriss Déby Itno, il n'a jamais participé aux élections, que ce soit même locales. Quel est son poids réel sur l'échiquier politique national? Rien. Sinon, sa mission, son poids, c'est la déstabilisation, les ragots par le biais des réseaux sociaux, relayés malheureusement par une certaine classe politique en Occident, pour ne pas citer en France, malheureusement, et cette classe politique, ne s'est jamais déplacée pour aller voir la réalité de la vie des Tchadiens. Ces leaders se contentent simplement de ce qu'on leur raconte comme contre-vérité, et ils se chargent de relayer par le biais de leur compte, et cela est déplorable et c'est triste. Et par pure et dure idéologie. Voilà. Jean-Louis Tremblay, vous connaissez le Tchad, vous y êtes allé, vous connaissez bien la situation. Est-ce qu'on peut craindre un scénario du type Mali ou Burkina Faso, où les gouvernements, les nouveaux gouvernements issus de coups d'État d'ailleurs, sont ouvertement anti-français? Est-ce que la France, elle est finalement vouée à quitter aussi le Tchad et puis définitivement le Sahel? Non, je ne crois pas, parce que pour l'instant, je crois qu'on l'a bien expliqué sur ce plateau, les institutions sont pérennes, elles fonctionnent. Ce qui est à craindre, effectivement, et c'est jamais à exclure, c'est, et vous l'avez bien dit, le putsch. Le putsch en question, il n'y a pas eu de putsch à la mort d'Idriss Déby père, mais il y a eu putsch au Mali, au Burkina Faso. Et dans les deux cas, ces putschs ont été suivis immédiatement d'un retrait français, d'actes anti-français, je le rappelle, d'attaques de l'Alliance française ou de l'ambassade, de drapeaux russes dans la rue, etc. Et du groupe Wagner, le groupe Wagner étant cette société militaire privée russe, qui a occupé immédiatement les casernements français qui étaient encore chauds. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Alors je ne crois pas que le Tchad en est là, mais il faut aussi que le Tchad ait un soutien de l'extérieur, c'est-à-dire que il est très difficile pour un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, rappelons-le, en termes de PIB, PNB, de tenir seul face à un environnement complètement hostile. Et c'est pour ça que, en ce sens, je crois que le président de la République a bien fait de donner ce signal en assistant aux obsèques d'Idriss Déby père, et en maintenant le dispositif. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il adviendra, mais en tout cas le dispositif actuel au Tchad. Mais encore, je le répète, le Tchad est un pays souverain, il n'a pas besoin de la France. Si vous voulez, c'est pas un pays qui survit parce que la France est présente. C'est simplement parce que actuellement, nous avons un ennemi qui est clairement identifié, disons-le, c'est quand même le djihadisme international, et notamment africain, et que ces deux pays sont en tout cas partenaires dans la lutte, et que c'est l'un des meilleurs partenaires puisque les autres font défection. Bon. Oui, je voulais en fait compléter Jean-Louis pour dire simplement, moi je crois pas à un tel scénario. C'est vrai, il y a eu des tentatives, des manifestations anti-français du genre la France dehors, mais une majorité du peuple tchadien estimait non. La France est un pays ami. La France n'est jamais intervenu dans les affaires intérieures du Tchad. L'ambassadeur de France au Tchad reçoit toute la classe politique, discute avec toute la classe politique. Il n'y a pas un parti pris de la France pour tel ou tel camp. Par conséquent, les Français ne sont pas menacés au Tchad. Ils peuvent aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les capitales tchadiennes, enfin dans toute la capitale, dans tous les pays, les grandes villes, les Français sont tranquilles et ils vivent pas parce que les autorités les protègent, mais parce que le peuple, la population vit en symbiose avec la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français parce que la manifestation que les gens ont voulu faire n'a drainé qu'une poignée d'individus. Et depuis ce jour, ça s'est arrêté. Donc, nous pensons que la France est un pays ami. Je vais vous poser une dernière question, Monsieur le Ministre. Jean-Louis Tremblay, je vais avoir cité plus Le Monde que le Figaro Magazine. Guillaume Roquette et Jean-Christophe Buisson vont effondrer, mais je cite encore à nouveau Le Monde. Mahamat Idriss Déby est un allié aussi stratégique qu'encombrant pour la France. Un allié stratégique, mais encombrant. En quoi il est encombrant? Stratégique, oui. La France aussi est un allié stratégique. Mais est-ce qu'elle est
un allié encombrant pour le Tchad. Quand il est arrivé au pouvoir, la France avait dit que c'était une situation particulière et c'est pour ça qu'il acceptait et qu'il convenait qu'il puisse être au pouvoir. Mais aujourd'hui, la situation particulière, elle a cessé. Mais la situation, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un coup d'État, comme défini dans les dispositions de la charte de l'Union africaine. D'ailleurs, il doit vous souvenir que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine avait été convoqué à la demande du président de la Commission de l'Union africaine pour que le Tchad soit sanctionné, mais tous les pays composant ce Conseil de paix et sécurité avaient estimé que le Tchad ne rentre pas dans la catégorie de pays, le régime au Tchad ne rentre pas dans la catégorie de régimes qui sont arrivés au pouvoir par le coup d'État. Donc, par conséquent, la situation du Tchad est particulière. Et je pense que la France ne fait que suivre, puisque la communauté des États de l'Afrique centrale n'a pas sanctionné le Tchad, l'Union africaine n'a pas sanctionné le Tchad. Pourquoi la France? Parce qu'il y a une certaine classe politique qui voudrait que, le Tchad soit sanctionné, que la France prendrait une décision. Le Tchad est un État souverain. Les institutions africaines ont estimé que nous nous conformons, nous n'avons pas violé les dispositions de l'Union africaine, la charte de l'Union africaine. Par conséquent, la situation du Tchad est particulière. Le président Macron avait parfaitement raison. Et cette particularité survit jusqu'aux élections présidentielles d'ici 24 mois, pourquoi pas moins. On a bien compris, toujours rester avocat, monsieur le ministre, et défenseur. Bon retour à N'Djamena. Merci d'être venu à TV Liberté. Jean-Louis Tremblay, à bientôt. Je vous demande, et j'invite nos téléspectateurs, à se référer aux articles que vous avez écrits dans le Figaro Magazine, et qu'on peut trouver maintenant aussi sur le site du Figaro, dont le dernier qui date de 1 ou 2 mois. Des manifestations dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, Tchad, Mahamat Idriss Déby, un allié de la France en ligne de mire. Merci Jean-Louis Tremblay, merci monsieur. Merci Martial. Merci à vous.